Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 17e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la première condamnation d'Apple et de Meta dans le cadre du DMA, sur le rapport qui démontre que les polluants éternels sont présents dans les vins européens et sur le rapport de force que tente de mettre en place le Parlement européen sur les questions de défense. Dans le club des 27, l'Espagne a vu des divisions gouvernementales le secouer, la Pologne se rapproche de la France et la Roumanie est encore secouée par des déstabilisations. Et chez nos chers voisins, coup de pression de Donald Trump sur l'Ukraine et le Vatican en deuil après le décès du pape François. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Numérique, Apple et Meta condamnés dans le cadre du Digital Market Act. Mercredi 23 avril, la Commission européenne annonce par un simple communiqué de presse des sanctions dans le cadre du DMA. Pas de conférence de presse en présence des commissaires compétents, en l'occurrence Ena Virkkunen et Teresa Ribera. Seul Ena Virkkunen s'est fendu d'un tweet évoquant le manque de conformité au droit européen d'Apple et Meta. La Commission européenne inflige une amende de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros pour Meta, des amendes relativement faibles comparées aux montants encourus qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, ce qui pourrait se chiffrer à plusieurs milliards d'euros. Une volonté de ménager les firmes de la tech américaine alors que l'Union européenne tente de négocier avec les États-Unis pour éviter des droits de douane. Dans le cas d'Apple, c'est le manque d'alternatives sur l'App Store sur ces appareils qui est sanctionné, étant considéré que c'est une pratique anti-steering, c'est-à-dire qui interdit aux développeurs tiers de renvoyer à des offres externes moins chères que sur l'App Store. Pour Meta, c'est la mise en place du système paiement ou consentement à donner accès à ces données qui est mise en cause, puisque cela contraignit l'utilisateur à s'abonner ou à consentir à partager ses données personnelles avec Meta contre publicité. La Commission européenne avait déjà donné un avis de non-conformité l'an dernier qui s'est donc matérialisé. Par ailleurs, ce sont les premières sanctions basées sur le DMA. Les deux entreprises américaines ont 60 jours pour se conformer au droit européen. Les deux entreprises s'insurgent à des degrés divers. Côté Apple, la décision de la Commission est perçue comme injustifiée et Apple veut faire appel. Côté Meta, la réaction est plus véhémente. La maison mère de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp accuse la Commission de cibler injustement les entreprises américaines en imposant des normes différentes que pour les entreprises européennes et chinoises. Une déclaration certainement motivée par la guerre menée par Donald Trump pour mettre la pression sur les autorités européennes. La Commission rappelle que les normes européennes s'appliquent à tous de la même manière, indistinctement de l'origine de l'entreprise. Que ce soit Apple ou Meta, les deux entreprises ont encore quelques contentieux avec la Commission en cours, dans lesquels ils risquent de nouvelles sanctions. Environnement, des polluants éternels retrouvés en grande quantité dans les vins européens. C'est le Pesticide Action Network Europe qui en fait la conclusion dans un rapport publié cette semaine. Sur une cinquantaine de vins produits dans 10 États membres, aucun n'échappe aux polluants éternels, mais plus alarmant encore, les taux sont encore bien supérieurs aux taux déjà inquiétants constatés dans les eaux de surface et dans l'eau potable. Les pesticides à base de PFAS, quand ils se décomposent, produisent de l'acide trifluoroacétique, plus communément appelé TFA. Le TFA est détecté pour la première fois dans les vins en 1988 à raison de 13 microgrammes par litre. Un taux qui monte à 21 microgrammes par litre en 2010, puis à 40 en 2015 et 122 en 2020. Des taux 100 fois supérieurs à ce qu'on trouve dans les eaux potables et les eaux de surface. Une augmentation à un rythme explosif qui fait craindre des répercussions sur la santé des consommateurs. Le TFA est bien moins connu et pas du tout réglementé au niveau européen.
Le rapport fait état de la présence de résidus de TFA dans les vins testés et suggère qu'il y a un lien entre pesticides PFAS et TFA. Une étude contestée par les associations de viticulteurs européens qui reprochent à l'ONG d'avoir commencé par l'Autriche avant d'élargir à d'autres pays. Ils pointent du doigt le fait que l'Autriche soit surreprésentée dans l'étude, mais aussi qu'elle ne démontre pas de différence entre le vin conventionnel et le vin bio. Le Pesticide Action Network appelle à l'interdiction des PFAS et des gaz fluorés dans l'agriculture et demande au pouvoir public d'aider les agriculteurs à changer de modèle pour éviter un scandale sanitaire à long terme. La Commission européenne rappelle que le Conseil de l'UE, les 27 donc, vont devoir se prononcer sur l'interdiction du flutolanil, un PFAS émetteur de TFA. Le mois dernier, ce sont une cinquantaine de députés européens qui ont demandé l'interdiction des PFAS dans l'agriculture. Défense. Le Parlement européen tente de peser dans les réformes de défense. Et ça commence par le programme d'investissement dans le domaine de la défense, autrement appelé EDIP. Une proposition de la Commission européenne qui a 1 an et qui a déjà beaucoup vieilli. Doté d'un budget d'1,5 milliard d'euros, ce qui paraît microscopique compte tenu des enjeux évoqués récemment lors de la présentation du plan ReArm Europe, EDIP a pour objectif d'assurer la préparation de l'industrie de la défense au sein de l'Union de manière plus structurée et à long terme. En clair, l'industrie européenne doit passer un cap et consolider sa force de production. Au sein du Parlement européen, ce sont les commissions parlementaires de l'industrie et celles de la défense qui ont approuvé l'ouverture des négociations avec le Conseil pour éviter une interminable navette parlementaire. Si le texte avait obtenu le soutien des Verts, des sociodémocrates et des centristes, les chrétiens démocrates du PPE étaient beaucoup plus réservés et l'approbation du PPE était même mise en doute. Désormais, les eurodéputés ont 2 mois pour consolider leur position sur le texte après que le Parlement européen ait invoqué la procédure accélérée. L'un des amendements phares apportés a été de pousser pour que l'objectif de production des équipements sur le sol européen passe de 65% à 70%. Aussi, les eurodéputés ne sont pas satisfaits du montant de l'enveloppe dédiée à l'EDIP, c'est pourquoi ils demandent la réaffectation de fonds européens non dépensés dans le cadre financier pluriannuel. Mais c'est sur ReArm Europe que le Parlement européen entre dans un bras de fer avec la Commission européenne. Mercredi 23 avril, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a rejeté l'utilisation de l'article 122 TFUE qui correspond au 49 alinéa 3 en France, qui permettait à la Commission européenne de contourner le Parlement européen dans la procédure législative. Normalement, dans le cadre de cet article, le Parlement est juste consulté et peut simplement émettre des suggestions. Le PE réfute la pertinence de l'application de l'article 122, puisque l'urgence n'est pas un critère suffisant à son déclenchement. Le Parlement européen donne donc mandat à sa présidente, Roberta Metsola, d'agir en conséquence pour décider de la suite à donner. Elle peut inscrire la question à l'agenda de la prochaine plénière, écrire une lettre à Ursula von der Leyen ou saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le plus gênant pour la présidente de la Commission européenne est que même son parti, le Parti populaire européen, par la voix de son président Manfred Weber, évoquait une erreur stratégique. La Commission européenne rappelle juste que c'est au Conseil d'approuver ou non l'application de l'article 122. Une manœuvre du Parlement européen qui pourrait faire perdre un temps précieux dans un moment géopolitique déterminant, mais il revient aussi à l'Assemblée parlementaire européenne de faire valoir sa légitimité populaire, étant la seule institution issue du vote populaire par le suffrage universel direct. Passons désormais au Club des 27. Espagne. Le gouvernement secoué par des divisions sur les investissements de défense. Cette semaine, ce sont 2 sujets concernant la défense qui ont ravivé les divisions au sein du gouvernement. Mardi 22 avril, le gouvernement annonce un plan d'investissement de 10,5 milliards d'euros
dans la défense, un investissement qui devrait permettre à l'Espagne de se conformer à l'objectif des 2% du PIB en matière de défense dès 2025, un objectif initialement fixé en 2029. En 2024, l'Espagne faisait partie des vilains petits canards, avec seulement 1,28% du PIB en matière de défense. La mise sous pression par Donald Trump du retrait des États-Unis de leur soutien à l'Europe n'y est certainement pas pour rien. Alors que l'OTAN va tenir un sommet à La Haye en juin pour réformer le critère des 2%, Donald Trump a réclamé le relèvement de l'objectif à 5%, alors que les Européens sont prêts à un compromis autour de 3,5%. Le partenaire du PSOE, Sumar, a dénoncé une hausse exorbitante du budget de la défense. Sumar est plutôt pacifiste, pas étonnant pour un parti qui est issu d'une dissidence de Podemos. Pedro Sánchez promet que cette hausse de budget ne provoquera pas de hausse d'impôts, ne touchera pas aux dépenses sociales espagnoles et ne creusera pas le déficit public. Il entend réorienter les fonds du plan de relance Next Generation EU pour financer ces investissements. Mais c'est sur un autre dossier que les dissensions auraient pu être explosives. Jeudi 24 avril, le gouvernement espagnol a annoncé mettre fin à un contrat avec IMI Systems, une filiale d'Elbit Systems, une société israélienne auprès de laquelle le gouvernement avait signé un contrat pour des munitions à hauteur de 6,8 millions d'euros. Des munitions destinées à la Guardia Civil, la police militarisée espagnole. IMI Systems fournit aussi des munitions à l'armée israélienne. C'est la leader de Sumar et ministre du Travail Yolanda Díaz qui a négocié directement avec Pedro Sánchez et le ministre de l'Intérieur pour faire cesser le contrat. Le gouvernement espagnol avait promis de ne plus acheter israélien après le début des représailles israéliennes en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 pour de nombreuses violations du droit international humanitaire. Pologne, un changement de paradigme avec une coopération avec la France. C'est vraiment un basculement dans le paradigme des Polonais concernant la défense. La Pologne a rejoint l'OTAN en 1999, faisant ainsi partie des premiers anciens satellites de l'URSS à adhérer à l'alliance transatlantique avec la Tchéquie et la Hongrie. Mais depuis le retour de Donald Trump, la Pologne préfère assurer ses arrières en multipliant les alternatives. Il faut dire que le vice-président J.D. Vance et le secrétaire à la défense Pete Hegseth ont pointé du doigt, je cite, les parasites européens qui comptent aveuglément sur les États-Unis pour leur sécurité. Si la Pologne ne fait pas partie des pays ciblés comme mauvais payeurs, elle fait même partie des meilleurs élèves, avec déjà plus de 3% de son PIB dédié à la défense. Elle n'oublie pas une précédente déclaration de Donald Trump. Lors de la campagne présidentielle en 2024, Donald Trump avait dit qu'il n'hésiterait pas à lâcher les Européens et de les laisser se débrouiller si la Russie venait à passer à l'offensive contre eux. Alors cette semaine, Le Monde évoque le futur traité de Nancy que la Pologne devrait signer en juin avec la France. Ce traité devrait permettre à la Pologne de jouir du parapluie nucléaire de la France, mais aussi de renforcer les entraînements conjoints et de garantir une assistance mutuelle en cas d'agression armée. C'est une première avec un pays non frontalier, puisque ce genre d'accord a été signé avec l'Allemagne en 2019, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, avec l'Italie et le traité du Quirinal en 2021, et avec l'Espagne et le traité de Barcelone en 2023. La France se refuse à envoyer des capacités nucléaires sur le territoire polonais. Elle n'en fait d'ailleurs pas mention dans le traité. Pour l'instant, des soldats américains sont toujours stationnés en Pologne et le pays compte toujours sur l'aide américaine. Le traité avec la France reste une option supplémentaire qui permet de regarder vers l'avenir. La Pologne aimerait disposer d'un arsenal de la dissuasion sur son territoire. Sur les garanties de sécurité, la Pologne reste quand même prudente. Les traités d'assistance mutuelle en cas d'agression ont montré leur peu d'efficacité par le passé. La France et l'Angleterre ont complètement laissé tomber la Pologne le 1er septembre 1939, alors que l'Allemagne et l'URSS
passer à l'offensive contre elle. Seule une présence militaire stable sur son territoire est considérée comme une garantie de sécurité valable. Encore 10 000 soldats états-uniens sont sur le sol polonais et il n'y a pas de volonté de retrait à court terme pour le moment. Roumanie, le pays encore secoué par des déstabilisations à quelques semaines de la présidentielle. 200. C'est le nombre de recours enregistrés auprès de la Cour constitutionnelle concernant l'annulation de la présidentielle en décembre. Le ministre de la Justice, Radu Marinescu, dénonce un assaut judiciaire coordonné visant à discréditer le système judiciaire pour servir des fins politiques. Ce serait une ancienne magistrate, soutien de Colin Georgescu, qui aurait donné des instructions pour inonder les tribunaux de recours et de trouver un juge capable de valider le recours en annulation de la décision de la Cour constitutionnelle. Tous les recours ont été rejetés, sauf un, par la Cour d'appel de Ploiești, près de Bucarest. La Cour de cassation a retoqué le recours ce vendredi. La décision de la Cour constitutionnelle est incontestable, étant donné que c'est l'institution la plus haute de l'ordre juridique roumain. Le candidat commun du Parti social-démocrate et du Parti national-libéral, Crin Antonescu, parle d'une nouvelle attaque hybride à l'encontre de la Roumanie, à l'inverse du candidat d'extrême droite, George Simion, qui a salué, je cite, la décision symbolique du courageux juge de Ploiești. Un énième épisode qui met encore une fois TikTok au centre de l'attention en Roumanie. Le réseau social est sous enquête depuis l'annulation de la présidentielle et l'annonce par les services secrets que le réseau social chinois avait été le vecteur d'une désinformation à des niveaux industriels. La Commission européenne veut s'assurer que TikTok n'ait pas participé activement ou laissé faire la désinformation. Pour ça, TikTok a annoncé jeudi 24 avril de nouvelles mesures pour les 2 tours de la présidentielle qui auront lieu le mois prochain. Le réseau social annonce la mise en place d'un centre électoral composé d'experts en cybersécurité. TikTok dit coopérer avec les autorités roumaines et les organisations de la société civile. TikTok dit s'être rapproché des acteurs qui luttent contre la désinformation. Ces derniers pourront déclencher le système d'alerte rapide et signaler directement des contenus qui auront pour but de déstabiliser le scrutin. L'Arcom roumain a procédé à des tests avec une multitude d'acteurs pour prévenir toute ingérence. Et pour montrer sa bonne volonté, TikTok a même lancé une campagne d'éducation aux médias en collaboration avec des médias roumains. Même si la Roumanie fait de son mieux pour garantir un scrutin juste et impartial, les offensives vont se multiplier d'ici au premier tour de la présidentielle. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine. L'administration Trump prête à laisser tomber les négociations de paix. C'est la petite musique qui se fait entendre depuis quelque temps, mais elle se précise de jour en jour et de semaine en semaine. La semaine dernière, Donald Trump, par la voix de son secrétaire d'État, mais aussi à travers son réseau social Truth Social, a déclaré qu'il commençait à perdre patience et qu'il menaçait de se retirer des négociations de paix et de laisser tomber le processus, tout simplement. Il a même ajouté vouloir aboutir à un accord cette semaine, ce à quoi le Kremlin a alerté sur le fait qu'il ne fallait pas se précipiter. La trêve proposée par Vladimir Poutine pour Pâques n'a été respectée que dans les airs. Les attaques ont continué sur le front, même si les Ukrainiens ont avoué que le rythme des attaques était beaucoup plus léger que d'habitude. Malgré tout, l'Ukraine a dénombré pas moins de 3000 violations du cessez-le-feu. La trêve de Pâques a aussi été l'occasion d'un échange de prisonniers, l'un des plus importants depuis le début de la guerre, avec 277 prisonniers ukrainiens et 246 Russes qui ont pu rentrer chez eux. Une trêve et un échange de prisonniers qui semble tactique, un moyen pour Vladimir Poutine d'attester de sa bonne volonté dans les négociations, malgré le non-respect des accords de cessez-le-feu depuis le 11 mars. Mercredi 23 avril, Downing Street devait recevoir les délégations ministérielles américaines, françaises, allemandes et ukrainiennes
pour discuter des modalités de la paix en Ukraine. Mais à la dernière minute, Marco Rubio et Steve Witkoff ont annulé leur venue. La réunion ministérielle a été reportée, laissant la place à une réunion entre simples conseillers. Un signal peut être envoyé aux Européens pour leur dire que l'issue de ce conflit se fera sans eux. La Russie réitère ses conditions comme la reconnaissance juridique de sa souveraineté sur la Crimée et les 4 autres oblasts occupés, la démilitarisation de l'Ukraine et l'interdiction de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, mais surtout une levée des sanctions. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine, d'ailleurs rappelées par Volodymyr Zelensky. Et Donald Trump lui a répondu sur son réseau social en disant que Zelensky avait eu des déclarations incendiaires qui empêchaient la paix et qu'il était responsable de la prolongation du conflit. Le président ukrainien rappelle qu'il est de son rôle de défendre la constitution de son pays et qu'elle dispose de la souveraineté de l'Ukraine sur la Crimée. La vice-première ministre Yulia Sviridenko dit que l'Ukraine est prête à accepter à ne pas rentrer dans l'OTAN, mais veut des garanties de sécurité exigeantes à la place. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs villes ukrainiennes ont été pilonnées par la Russie. Et l'Ukraine remarque bien toutes les attentions portées à la Russie, avec 4 visites de Steve Witkoff en l'espace d'un mois et demi, et pas une à Kiev, alors que le général Kellogg a lui été désavoué par Donald Trump pour sa proximité avec l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a voulu prendre l'opportunité des funérailles du pape François pour discuter en tête-à-tête avec Donald Trump. Ce même jour, Vladimir Poutine propose des négociations sans conditions préalables, certainement pour démontrer sa bonne foi, mais aussi pour gagner du temps et reprendre les pourparlers à zéro. Vatican, décès du pape François. Lundi 21 avril, le Vatican annonçait la mort de son chef de l'État, le pape François, décédé à l'âge de 88 ans suite à un AVC. Le pape avait été hospitalisé 5 semaines à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie sévère qui lui causait un essoufflement important, même après sa sortie de l'hôpital le mois dernier. Élu 266e pape le 13 mars 2013, après la démission du pape Benoît XVI, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio donne alors sa première homélie devant la place Saint-Pierre. Une homélie qui tranchait déjà avec son prédécesseur conservateur en se prononçant en faveur de la protection de la nature. Le pape François avait choisi son nom en s'inspirant de saint François d'Assise, qui avait dévoué son exercice en faveur des pauvres. Un nom qui a aussi tranché en coulisses, où il fustigeait le cléricalisme de l'Église, ou encore ceux qu'il appelait les évêques d'aéroport, qui ne passaient que peu de temps avec leurs fidèles. Il réclamait l'humilité de la part des élites de l'Église. Sa première action en tant que pape a d'ailleurs été de laver les pieds de détenus à Rome. Il rappelait que l'accueil des migrants était l'essence même de la charité chrétienne et dénonçait la mondialisation de l'indifférence face au drame en mer Méditerranée. Il a aussi permis à la justice de s'emparer des dossiers de fraude fiscale au sein du Vatican. Mais à son tableau s'inscrivent aussi des choses moins reluisantes. Même s'il a ouvert l'Église aux homosexuels, en disant qu'il n'avait pas à les juger s'ils se sentaient attirés par la foi, il déclarait qu'il y avait, je cite, une atmosphère de tapette dans certains séminaires. Fin de citation. Côté pédophilie dans l'Église, il a tenté de poursuivre l'action de son prédécesseur en créant la commission pontificale de protection des mineurs. Mais il y a placé Sean O'Malley à sa tête, l'archevêque de Boston, diocèse particulièrement embourbé dans les scandales de pédophilie. Une commission qui a vu d'éminents membres démissionner, déclarant qu'ils n'avaient pas les moyens suffisants de poursuivre leurs actions. Sur la guerre en Ukraine, il a souvent adopté une position neutre et en appelé à Volodymyr Zelensky de ne pas interdire l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou de proximité avec les services secrets russes. Il en appelait même l'Ukraine à faire la paix sans condition. Le Vatican observera un deuil jusqu'au 30 avril et les funérailles ont eu lieu le samedi 26 avril. Reste aux cardinaux à décider lors du conclave du successeur du pape François. En attendant, c'est le cardinal Camerlingue,
le numéro 2 du Vatican, Kevin Farrell, qui assure l'intérim. Il est assisté par 3 cardinaux tirés au sort pour assurer la poursuite des affaires courantes. Les cardinaux de moins de 80 ans sont autorisés à voter. Le nombre d'électeurs théoriques est de 120, mais 135 sont en âge de voter et il n'y a que 129 chambres au Vatican. Le conclave exige une autarcie totale et interdit aux cardinaux de communiquer avec l'extérieur. Il faut théoriquement attendre 15 jours après la mort du pape pour passer au scrutin, le temps que les cardinaux du monde entier se rendent à Rome, mais s'ils sont tous présents avant, le scrutin pourra commencer. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 17e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.